L'histoire n'est pas une science exacte. Elle n'est jamais gravée dans le marbre. Au fil du temps, la connaissance du passé s'affine et évolue. Mais les idées reçues ont la peau dure et les a priori restent tenaces. Pour saisir les vérités du monde, il faut parfois bousculer les certitudes et décrypter les faits en proposant un autre regard. La postérité affirme que la Suisse a respecté une stricte neutralité durant la guerre. Et pourtant... « 23 août 1939. L'Europe est tétanisée par les rumeurs de guerre. Au cœur des Alpes, un petit pays de 4 millions d'habitants semble ignorer cette peur. À Zurich, les Suisses sont à la parade. Montagnards ou citadins, chaque canton a son cortège. Pour rien au monde, ils n'auraient raté l'événement de l'année. Le spectre d'un conflit dévastateur ne les atteint pas. Leur neutralité les protège. Depuis 450 ans, ils sont en paix avec tous leurs voisins. Et ils entendent bien le rester. Ce même 23 août 1939, les détonations du feu d'artifice qui clôturent les festivités résonnent comme un mauvais présage. Car au même moment, à 3000 km de là, se joue le dernier acte qui va précipiter le destin du monde. À Moscou, Allemands et Soviétiques viennent de signer un pacte de non-agression. En clair, Staline laisse les mains libres à Hitler pour s'emparer de la Pologne. Si l'Allemagne frappe son voisin polonais, l'Angleterre et la France ont promis de riposter. L'embrasement général semble inéluctable. Le lendemain, la nouvelle fait le tour du pays. Mais la Suisse garde son calme. La grande exposition nationale ouvre ses portes à l'heure habituelle. Les confédérés s'y rendent en toute insouciance. Mais le gouvernement fédéral, lui, a parfaitement mesuré la gravité du pacte signé à Moscou. Et la Suisse a beau être neutre, elle n'en est pas moins prudente, organisée et militarisée. Aussitôt, les frontières sont placées sous contrôle militaire. La guerre n'a pas commencé que les Suisses sont déjà prêts à défendre leur territoire. À situation exceptionnelle, vote exceptionnel. Le 30 août, l'Assemblée se réunit pour élire son général. Car en Suisse, en temps de paix, la fonction n'existe pas. C'est le colonel Henri Guisan qui remporte aisément les suffrages.
protéger et de défendre de toutes mes forces, et au péril de ma vie, l'honneur, l'indépendance et la neutralité de la patrie. Je le jure. Dès sa nomination, il ordonne la mobilisation générale. Henri Guisan, 55 ans, est un francophone de la région de Lausanne. Inconnu du grand public, la guerre va en faire une légende nationale. 2 jours après son élection, le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. La Luftwaffe a la maîtrise du ciel, d'autant que la riposte des Alliés se fait attendre. Les heures passent et toujours rien. Français et Britanniques se concertent. Les Suisses, eux, n'attendent pas. La mobilisation générale est immédiate, organisée, rapide et efficace. Chacun rejoint son poste dans la bonne humeur. En 24 heures, réglés comme une horloge, 450 000 soldats sont en ordre de bataille, alors que Paris et Londres continuent de tergiverser. Le 2 septembre, les troupes suisses affluent aux frontières allemandes et françaises. Neutralité oblige, elles ont l'ordre de répliquer à toute agression, d'où qu'elle vienne. Pendant ce temps, l'armée allemande anéantit la Pologne sous le feu roulant de ses panzers et de ses bombardiers. Le 3 septembre, Français et Britanniques se sont enfin décidés à entrer dans le conflit, mais ils n'envoient pour autant aucune troupe à leur secours. 3 semaines plus tard, la Pologne est balayée et ses alliés n'ont toujours pas engagé le combat. Non sans raison. Face à la puissance de la Wehrmacht, Paris et Londres ne peuvent encore disposer que d'une arme économique. Un blocus dressé sur les mers, destiné à priver l'Allemagne de ses ressources. Une sanction qui affecte également les pays qui ont choisi de rester neutres. Et ils sont nombreux, les neutres. Outre la Suisse, le plus ancien, le plus respecté, figurent le Portugal, l'Irlande, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark ou encore la Suède, la Norvège. Et surtout, l'Amérique, dont le président Franklin Roosevelt est bien décidé, lui aussi, à rester hors du conflit. That will protect the neutrality, the safety, and the integrity of our country, and at the same time keep us out of war. Les Suisses non plus ne veulent pas faire la guerre. Pourtant, tous les hommes valides sont sous les drapeaux. Mais depuis la défaite de la Pologne, les canons se sont tus. Sur le front, il n'y a ni mouvement, ni combat. Alors le patronat suisse s'impatiente. Ces soldats oisifs constituent sa main-d'œuvre. Il est grand temps qu'il retourne au travail. Compréhensif, le général Guisan accorde une démobilisation partielle. La Suisse doit produire, il en va de sa prospérité. Aussitôt, l'industrie helvétique repart à un train d'enfer. À l'exportation, sa production est particulièrement recherchée. Ses produits de précision, de niche technologique à haute valeur ajoutée, sont le fruit du savoir-faire de ses ingénieurs et de ses ouvriers hautement qualifiés. L'horlogerie suisse, par exemple, ne se contente plus de fabriquer des coucous. Avec la guerre, elle se met à produire les meilleurs détonateurs du marché. Les marchands d'armes ont eux aussi le vent en poupe. Le best-seller, c'est le canon anti-aérien de 20 mm que la vénérable maison Oerlikon produit dans ses ateliers de Zurich. Un petit bijou, ultra performant, précis, solide,
aisément transportable. L'arme rêvée pour abattre les appareils de la Luftwaffe. Les Alliés se l'arrachent. Mais la Suisse a un talon d'Achille. Pour faire tourner ses usines, elle dépend du charbon qui vient à 80% d'Allemagne. Autant dire qu'elle veille à ne pas se fâcher avec son puissant voisin. Ironie de l'histoire, c'est grâce au charbon de leurs adversaires que Français et Britanniques s'équipent de canons flambant neufs. Otto Kocher, l'ambassadeur du Reich à Berne, bougonne. Il rapporte à Berlin que l'industrie suisse tourne à plein régime au profit de la France et du Royaume-Uni. Mais c'est juste un zeste de mauvaise humeur. La Grande Allemagne fait preuve à l'égard de son petit voisin suisse d'une singulière indulgence. Il est vrai que la Confédération rend au Reich des services qu'aucun autre pays ne peut lui rendre. Elle lui fournit sa monnaie, le franc suisse, la seule devise convertible à sa disposition pour acheter des ressources qui lui font défaut. Et notamment le fer suédois ou le tungstène espagnol, indispensable à la fabrication de ses armes de guerre. Pour l'Allemagne nazie, disposer du franc suisse en quantité suffisante est une nécessité vitale. Sans lui, ses usines d'armement s'arrêtent net. Ces francs s'obtiennent très facilement auprès des banques suisses, évidemment, qui rachètent sans sourciller l'or des Allemands. Et de l'or, Walter Funk, le président de la Reichsbank, en a à revendre. Depuis le casse de la Banque d'Autriche en 1938 et celui de la Banque tchécoslovaque l'année suivante, ces coffres en débordent. Les Allemands sont sereins. Tant que les Suisses achètent leur or, ils peuvent continuer à faire la guerre à grands frais. Pourtant, à l'hiver 1939, cette guerre, déclarée depuis maintenant 4 mois, n'a toujours pas commencé. Et en Suisse, la fin de l'année ressemble à toutes les autres. La neige, les frimas et les vitrines si attirantes. Les hommes qui n'ont pas été démobilisés s'efforcent de rester combatifs. Et pour se maintenir en forme, rien de tel qu'un peu d'exercice. La veille de Noël, une compagnie reçoit la visite surprise du général Guisan en personne. Quelques cadeaux et quelques sourires réconfortent les soldats séparés de leur famille depuis des semaines. Mais le général en chef est inquiet. Cette guerre sans combat ne lui dit rien qui vaille. Tôt ou tard, les Allemands frapperont. Et là, son pays sera en grand danger. Pour envahir la France, la Wehrmacht doit contourner l'imprenable ligne Maginot, derrière laquelle se terrent les Français. 2 chemins sont possibles, par le nord en traversant la Belgique, ou par le sud, en passant par la route de Bâle qui conduit à la France en un clin d'œil. Or, malgré le courage et la détermination de ses soldats, l'armée suisse est incapable de contenir seule les divisions des Panzers qui n'ont fait qu'une bouchée de la Pologne. Si les Allemands choisissent la route du Sud, la Suisse risque d'être engloutie à son tour en un rien de temps. Henri Guisan se rend alors en France en toute discrétion. Le train est la meilleure option pour voyager incognito. Il rencontre les généraux français et visite l'impressionnante ligne Maginot. À ses yeux, les Français ne semblent pas encore prêts au combat. Qu'importe, l'urgence commande. Il signe un accord dans le plus grand secret. En cas d'invasion allemande, 3 divisions françaises se porteront au secours de la Suisse. Pourvu qu'Hitler n'en sache rien. Il en faut si peu au Führer
pour violer la neutralité des petits pays. La preuve ne se fait pas attendre. Le 9 avril 1940, la Wehrmacht envahit le Danemark. Dans la foulée, la Luftwaffe se jette sur la Norvège, qui à son tour est submergée. L'accès au précieux fer suédois, si indispensable aux Allemands, se trouve maintenant sécurisé. La neutralité de ces deux pays n'a pas pesé bien lourd. Les Suisses sont terrifiés et ils ne sont pas au bout de leur peine. Le 10 mai suivant, le tonnerre éclate sur le front d'ouest. L'Allemagne est passée à l'attaque par la route du Nord. Aussitôt, la Confédération remobilise son armée tambour battant. Cette fois, la guerre est aux portes du pays. Nourris par la presse des deux camps, neutralité oblige, les Suisses sont les premiers informés de l'ampleur de l'offensive déployée par leurs voisins belliqueux. Très vite, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Bientôt, le Luxembourg, la Belgique et la Hollande sont écrasés sous les bombes en dépit de leur neutralité. 10 jours plus tard, la Suisse est fixée. Les Allemands ont pulvérisé les défenses françaises et la ligne Maginot n'a arrêté que des illusions. Sauf miracle, la France va perdre la guerre. Les Suisses accusent le choc. À Bâle, à Lausanne comme à Berne, on court se mettre à l'abri par crainte d'une attaque aérienne. Dans toutes les grandes villes à proximité de l'Allemagne, les sirènes résonnent dans les rues désertées. Et pour cause. Il faut à peine un quart d'heure à une escadrille de bombardiers allemands partis de Stuttgart pour se retrouver au-dessus de la Suisse, prête à frapper. À la moindre alerte, le général Guisan fait décoller ses chasseurs pour intercepter les assaillants. Pour la première fois dans les annales de la guerre, des Messerschmitt suisses et des Messerschmitt allemands se disputent la suprématie du ciel en se tirant dessus. Entre le 10 mai et le 8 juin, la chasse helvétique descend 10 appareils et remporte son duel face à un imbattable Luftwaffe. Les 17 pilotes allemands survivants sont faits prisonniers. À vrai dire, les Allemands n'ont aucune intention de bombarder la Suisse. Ils souhaitent juste emprunter son espace aérien pour se rendre en France plus facilement. Il ne faudrait pas les indisposer. Le 13 juin, le général Guisan est prié par son gouvernement de retenir ses appareils au sol. Il est sommé de s'en tenir à la DCA. Le 20 juin 1940 est une sale journée pour la diplomatie helvétique. Hans Fröhlicher, son représentant à Berlin, est convoqué à la chancellerie où on lui passe un savon en règle. L'ambassadeur apprend alors que les troupes allemandes ont mis la main sur l'accord signé entre Guisan et l'état-major français. Une trahison qui ne saurait rester sans conséquence. Fröhlicher encaisse. Il n'était pas au courant. Autre mécontent, le maréchal Göring, en charge de la Luftwaffe. Il prend très mal la perte de ses appareils et la captivité de ses aviateurs. En représailles, le Reich coupe le robinet du charbon. Les immenses trains chargés de combustible sont brutalement stoppés. Le coup porte. Les pilotes allemands sont libérés le soir même et la noria du charbon reprend comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Adolf Hitler célèbre son triomphe. La France a rendu les armes et demandé l'armistice en quelques jours. Une victoire éclatante qui le fait entrer dans la légende. Le peuple allemand exulte. Le Troisième Reich est à son apogée
et rien ne semble pouvoir lui résister. Pas même l'Angleterre, qui semble désormais bien seule pour affronter le monstre. Mais si les Britanniques peuvent compter sur la mer qui les entoure, les Suisses, eux, sont plus vulnérables, d'autant qu'ils sont désormais quasiment encerclés. Au nord et à l'est, les Allemands. Et au sud, les Italiens qui viennent tout juste d'entrer en guerre à leur côté. La seule portion du pays à ne pas être au contact des forces de l'Axe, c'est la Trouée de Savoie, une ligne de 160 km qui longe la zone française où règne le maréchal Pétain. Les Suisses ont la sensation d'étouffer. Et le silence de leur gouvernement rajoute à leur perplexité. Le 25 juin 1940, le ministre des Affaires étrangères prend enfin la parole à la radio. Confédérés, la France vient de conclure une suspension d'armes avec l'Allemagne et l'Italie. C'est pour nous Suisses un profond soulagement de savoir que nos trois grands voisins s'acheminent vers la paix. Cette déclaration ne répond pas aux attentes du pays. La population ignore toujours si elle doit se soumettre à son puissant voisin ou lui résister. Que Dieu veille sur nous. Or, la passivité n'est pas dans la nature des Helvètes, comme le cinéma de l'époque aime à le leur rappeler. Malgré 5 siècles de neutralité, ils restent les héritiers d'un peuple de valeureux guerriers qui jadis a triomphé du joug allemand au prix du sang. Aussi, la tiédeur des autorités ne rend grâce ni à leur indépendance chèrement acquise, ni à l'amour inconditionnel qu'ils portent à leur souveraineté. Déçus par leur gouvernement, les Suisses ruminent. Le 25 juillet 1940, le général Guisan donne le signal du sursaut. Les plus hauts gradés de l'armée se retrouvent sur un site hautement symbolique, la prairie du Grütli. Là même où, au XIIIe siècle, aurait été scellé le premier pacte des Confédérés pour s'affranchir de la tutelle germanique. Guisan ordonne à ses hommes de se battre jusqu'à la mort. C'est l'ordre que tout le monde attendait. Le général leur dévoile alors sa nouvelle stratégie de résistance, le réduit national. Il s'agit d'édifier une ligne de fortification dans la zone la plus montagneuse du pays et d'y placer les 4/5 de l'armée. En cas d'invasion, les populations abandonneraient les riches villes industrielles du Nord pour se replier dans ce réduit défendu par leurs soldats. Cette stratégie d'abandon des zones prospères tient en une phrase. Plutôt la ruine que l'asservissement. Au 12e mois de notre service armé, l'avenir reste lourd d'inconnus. Certains se demandent, pourrions-nous résister? Poser la question n'est digne ni d'un Suisse ni d'un soldat. C'est méconnaître notre force, la qualité de notre armement. C'est ignorer la valeur naturelle de notre pays, les possibilités de résistance incomparables que nous offre notre terrain, riche en obstacles et en couverts, et nos montagnes. En parlant en soldat, Guisan s'adresse au cœur des Suisses. Car tous vénèrent leur armée. C'est elle qui assure la cohésion entre tous les confédérés, au-delà des langues, des coutumes et des religions. Tout Suisse, sans exception, a accompli son service militaire, ainsi que ses périodes de réserve jusqu'à 50 ans. L'armée fait partie du quotidien de chaque citoyen. Mais les Suisses ne se contentent pas de jouer aux soldats. Ils s'entraînent avec le même sérieux qu'une armée en guerre. Au cœur des paisibles montagnes, les commandos se ruent sur des ennemis imaginaires en tirant à balles réelles. Une frénésie militaire qui prête à sourire. Mais les soldats sont vaillants. En cas d'attaque, les Allemands trouveront à qui parler.
À la mi-août 1940, l'aviation allemande frappe durement l'Angleterre. La Luftwaffe bombarde ses infrastructures pour préparer l'invasion. Cet été-là, les Suisses sont convoqués à Berlin. Le Reich entend faire basculer la Confédération helvétique dans son camp. Première exigence, qu'elle cesse tout commerce avec l'Angleterre. À la grande surprise des Allemands, la petite délégation helvète s'y refuse en bloc. Mais en contrepartie, elle consent des concessions bancaires, et non des moindres. L'insatiable Walter Funk peut se réjouir. L'Allemagne obtient un prêt à taux zéro d'un montant de 150 millions de francs suisses, qui atteindra 1 milliard à la fin de la guerre. C'est le milliard de la collaboration, tonneront les Anglais. La Suisse s'est acheté sa tranquillité. Une lâcheté à l'heure où la population britannique subit le feu ravageur des bombardiers allemands, de jour comme de nuit. Stoïques au milieu de leurs villes en ruine, les Anglais peuvent toiser les confédérés égoïstes et prospères. Après 2 mois de pilonnage intensif, les Allemands doivent admettre leur échec. L'Angleterre est exsangue, mais elle n'a pas plié. Il n'empêche, la supériorité militaire des nazis reste écrasante. Alors, Washington se décide à sortir de sa neutralité. We must be the great arsenal of democracy. For us, this is an emergency as serious as war itself. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'Amérique place son potentiel industriel au service exclusif de la Grande-Bretagne. En revanche, l'administration Roosevelt critique la Suisse qui persiste à ne pas vouloir choisir son camp. Henry Morgenthau, le secrétaire d'État au Trésor, tonne contre les banques de la Confédération trop complaisantes à son goût envers le Reich. En acceptant d'échanger des devises contre de l'or volé, elle facilite son effort de guerre. Si le trafic continue, Morgenthau menace de saisir les milliards qu'elles ont placés aux États-Unis. Mais la Suisse n'a de leçons à recevoir de personne. Elle brille sur le terrain humanitaire grâce au Comité international de la Croix-Rouge qui intervient sur tous les terrains de conflit depuis près d'1 siècle. Les Suisses ont bonne conscience. Honoré du prix Nobel de la paix, bénéficiant de la neutralité de la Confédération, le CICR s'est forgé une réputation exemplaire. C'est cette neutralité qui permet à la Croix-Rouge d'intervenir dans n'importe quel pays en guerre. Y renoncer signifierait la fin de sa mission. Grâce à ses généreux donateurs suisses et à ses nombreux bénévoles, le CICR est un vibrant symbole. La Confédération, loin d'être égoïste, se montre attentive au sort des autres. Depuis Genève, la Croix-Rouge œuvre pour améliorer le sort des prisonniers de guerre sans regarder à la couleur de l'uniforme. Elle affrète des bateaux, des trains qui transportent derrière les barbelés les courriers, les nouvelles, les colis. Le CICR marque le stade suprême de l'engagement des Suisses dans le conflit. Il ne faut pas leur en demander plus. Pour le reste, ils sont préservés des atrocités de la guerre. Les actualités supervisées par une censure d'État rigoureuse proposent des sujets rassembleurs. Le conflit est rarement évoqué, sauf lorsqu'il vient troubler le quotidien des confédérés. L'industrie suisse se trouve aujourd'hui devant un nouveau et grave problème. Le verre devient de plus en plus rare. C'est pourquoi Bâle, après Zurich, organise la récupération en grand. On pose les mines dans ces rainures. Une seconde planchette recouvre le tout.
les reportages préfèrent mettre en valeur l'ingénieuse fabrication des crayons de couleur. Mais ce que les Helvètes adorent, ce sont les sujets consacrés au sport. Et en hiver, les pistes et les patinoires sont investis par les sportifs du monde entier. Ce sont les seuls affrontements visibles dans les cinémas suisses pendant le conflit mondial. La réalité des champs de bataille est totalement occultée. La guerre, c'est l'affaire des autres. À Gstaad, les Suisses en villégiature remplacent largement les autres étrangers retenus chez eux par la guerre. Sur les pentes neigeuses, les traîneaux montent des cohortes de skieurs. Pourtant, chaque semaine, l'armée allemande multiplie les combats. En ce mois d'avril 1941, par exemple, le bombardement de Belgrade, qui fait 17 000 morts, scandalise le monde entier. La capitale est rasée en quelques heures. La raison ? Hitler n'a pas supporté que la Yougoslavie refuse de s'aligner sur l'Axe. Ce nouveau massacre fera la une de la presse suisse, mais aucune image ne sera diffusée. Car l'événement de la semaine, c'est le match amical de football qui oppose la sélection nationale suisse à l'équipe allemande. La rencontre se déroule dans le stade de Berne, archi-comble. Dans la tribune, le général Guisan est entouré par la délégation allemande conduite par Otto Kocher. Et si l'ambassadeur du Reich fait mine d'avoir oublié les Messerschmitt abattus par les Suisses l'année précédente, l'ambiance reste tendue. Mais place au match. La Suisse est favorite. Mais comment tenir tête à une Allemagne qui ouvre le score? Le suspense dure un peu. Mais les Suisses sont trop fiers pour laisser échapper le match et ils égalisent à quelques minutes de la mi-temps. Ils finissent par l'emporter 2-1. Ils n'ont décidément peur de rien. Sur le terrain des finances, ces hommes d'affaires sont encore plus coriaces. En coulisses, on aligne les chiffres et les réunions. Car les Allemands souhaitent augmenter leur ligne de crédit. Les banquiers suisses s'arrangent pour les leur accorder. Les arguments des nazis ont visiblement plus de poids que les menaces de l'Amérique. Mais, le 14 juin 1941, la sanction tombe. Le président Roosevelt ordonne le gel de tous les capitaux placés aux USA par l'Allemagne et par tous les États neutres. Pour les Helvètes, c'est une catastrophe. Ils sont, de loin, ceux qui perdent le plus dans l'affaire. Le montant de leurs avoirs aux États-Unis s'élève à 6 milliards de francs suisses, les 2/3 de leur revenu national annuel. Karl Brugmann, l'ambassadeur suisse à Washington, déclare « C'est pire qu'une invasion allemande ». Une semaine plus tard, les Allemands envahissent le territoire de l'Union soviétique, au grand soulagement des Suisses. Désormais, 80 divisions allemandes combattent à plein temps à 3000 km de Berne. Hitler présente cette offensive comme une grande croisade contre le bolchevisme et appelle tous les Européens à rejoindre ses troupes. Des milliers de volontaires affluent d'Espagne, de Belgique, de France ou du Danemark. Seuls les Suisses ne s'enrôlent pas. Ils sont pourtant viscéralement anticommunistes et n'ont pas même de relations diplomatiques avec Moscou. Mais la loi fédérale est très stricte. Tout citoyen helvète qui s'engage dans une armée étrangère est passible d'une peine de prison de 5 ans. De plus, les confédérés ont mieux à faire que de mourir pour le Führer. En cet été de 1941,
ils fêtent en grande pompe le 650e anniversaire de la Confédération. Au Grutli, évidemment, dans la montagne qui est si belle. Loin du monde, mais tous ensemble. Ils n'ont que faire du jugement des autres. Ils se suffisent à eux-mêmes. Les Suisses commémorent les guerres du passé, mais refusent de s'engager dans celles du présent. Le 7 décembre 1941, le Japon attaque l'Amérique et détruit sa flotte à Pearl Harbor. Cette fois-ci, les États-Unis entrent vraiment dans la guerre. Pour Roosevelt, il s'agit d'une croisade contre le mal. Désormais soumis au décret de l'oncle Sam, les neutres vont devoir choisir leur camp, celui des démocraties ou celui des dictatures. Trois semaines plus tard, les Suisses montrent qu'ils ont définitivement choisi leur camp. C'est celui de la neutralité. Le 1er janvier 1942, à Berne, les ambassadeurs du monde entier sont invités aux cérémonies de la nouvelle année. Japonais, Américains, Allemands et Britanniques sont attendus au Palais fédéral. Le protocole a pris soin de ne pas les convoquer en même temps. Les Alliés d'abord, la délégation britannique en costume d'apparat précède de peu la délégation américaine qui a revêtu le frac. Et c'est maintenant le camp d'en face qui entre en piste. D'abord les Japonais, puis les Allemands, conduits par l'inamovible Otto Köhrer, qui ont l'insigne honneur de clore cette charmante après-midi typiquement suisse. En Russie, au printemps 1942, la Wehrmacht que l'hiver avait figée sur place reprend l'offensive. Elle est plus résolue que jamais à anéantir l'armée rouge. En marge des combats, les nazis foulent aux pieds toutes les lois de la guerre. Ainsi, les soldats russes capturés, quand ils ne sont pas exécutés, sont expédiés en Allemagne pour faire tourner les usines. Privés de droits, mal nourris et surexploités, ces esclaves modernes sont une aubaine pour les industriels. Les entreprises suisses qui possèdent des filiales en Allemagne y recourent sans complexe. C'est le cas de Braun Boveri, connu pour ses machines électriques et ses turbines pour locomotives. Sa succursale de Mannheim emploie 15 000 personnes, dont un tiers sont des prisonniers. Tout comme Nestlé, le géant de l'agroalimentaire, qui utilise de la main-d'œuvre servile pour fabriquer son café instantané. Idem pour son concurrent Maggi, dont les soupes lyophilisées sont également produites en partie par des esclaves. C'est aussi le cas d'Hoffmann-La Roche, le géant de l'industrie pharmaceutique, et de près d'1 millier d'autres entreprises suisses. Cette main-d'œuvre à bas coût permet de compenser les rigueurs de l'économie de guerre. Les affaires sont les affaires. Le patronat suisse n'en est pas à sa première compromission avec le régime nazi. Pour continuer à prospérer en Allemagne, il s'est soumis sans hésiter aux lois antisémites du travail. Lonza, un très grand de la chimie helvétique, a renvoyé ses cadres juifs dès 1938. 99% des succursales suisses ont suivi son exemple. Swissair, dont les vols sur l'Allemagne étaient suspendus depuis l'entrée en guerre, les reprend en 1941, non sans avoir procédé aux licenciements nécessaires. Idem pour AIAG, le géant de l'aluminium. Max Huber, le président de son conseil d'administration, l'assume et le revendique. En 1942, il écrit dans un document interne « Il va de soi qu'une entreprise qui déploie son activité économique dans un pays dont l'État l'accepte et lui accorde la protection de son droit doit être absolument loyale vis-à-vis de lui et s'y insérer sans réticence. » Le même Max Huber préside alors le Comité international de la Croix-Rouge. Il est l'une des plus hautes autorités morales du pays.
sous le signe de la Croix-Rouge, une aide impartiale et désintéressée est prêtée à tous et devient par conséquent le point de départ d'une aide universelle à toutes les victimes de la guerre. Double casquette, double discours. En Max Huber se confondent les deux visages de la Suisse, humanitaire et affairiste. Vouloir la paix, certes, mais sans transiger sur les profits. Ironie de l'histoire, Max Huber recevra au nom de la Croix-Rouge le prix Nobel de la paix en 1945. Les éminents membres de l'Académie n'ont visiblement pas examiné son CV. Ils y auraient appris qu'Huber est également le président du conseil d'administration d'Oerlikon, le très prospère marchand de canons qui a fait fortune en vendant autant aux Alliés qu'aux nazis. La neutralité est un moyen commode de faire de bonnes affaires avec tout le monde. Ainsi, Maggi vend des quantités industrielles de soupe aux soldats allemands sur le front de l'Est. Nestlé, lui, privilégie sa clientèle américaine en composant le petit déjeuner des GIs. Une tasse de café accompagnée d'une tablette de chocolat. 2 produits phares, 2 jackpots. Et pour se refaire rapidement une santé, le Feldgros avale ses capsules de vitamine C signées Hoffmann-La Roche. La guerre peut durer encore longtemps. La Suisse sera toujours présente pour panser les plaies. À l'été 1942, les rafles des Juifs se généralisent partout en Europe, et notamment en France. Menacés de déportation, plusieurs milliers d'entre eux se présentent aux postes frontières de la Troue et de Savoie. Or, depuis septembre 1939, la Suisse a fermé ses frontières aux étrangers. Ceux qui parviennent à entrer clandestinement sont pourchassés et expulsés du territoire. Lors de ce même été, les premières rumeurs sur le sort terrible que les nazis réservent aux Juifs parviennent en Suisse. Les églises s'émeuvent et mobilisent l'opinion. Sous la pression, les autorités acceptent d'accueillir 22 000 Juifs. On estime néanmoins que plus de 3 200 autres ont été précipités dans les griffes des Allemands. À l'automne 1942, les troupes alliées débarquent en Afrique du Nord. En réaction, l'armée allemande place ses troupes sur le littoral méditerranéen. La Suisse est maintenant complètement enclavée. La trouée de Savoie a disparu. Heureusement, la construction du réduit conçu par Guisan s'achève. En cas d'attaque allemande, les Suisses disposent enfin d'un abri où se réfugier. 4 compagnies sont postées aux frontières. Les ponts et tunnels d'accès ont été minés. À la moindre incursion, les Suisses feront tout sauter et attendront patiemment dans leur bunker géant. La prise de l'Afrique du Nord par les Anglo-Américains est suivie par la défaite retentissante des Allemands à Stalingrad. Désormais, la Wehrmacht recule sur tous les fronts. À l'Est, le nouvel élan des Soviétiques la repousse inexorablement vers ses positions de départ. Et à l'été 1943, les Alliés débarquent au sud de l'Italie. Là, ils se heurtent à une résistance acharnée et perdent des milliers d'hommes. L'état-major américain fulmine et accuse. Si les Allemands sont aussi tenaces, c'est que la Suisse les soutient. Car Berne a accepté que les trains allemands traversent son territoire en empruntant la ligne du Gotthard qui débouche au nord de l'Italie. Seule condition, interdiction de faire circuler du matériel militaire ou des troupes armées sur le sol suisse. Neutralité oblige. Mais pour les vivres, l'essence, le charbon et la logistique en général, pas de restrictions. Ce transit ingénieux permet aux Allemands de soulager le trafic de leur propre ligne, celle qui passe par le sud de l'Autriche et sur laquelle circulent les armes et les soldats. Les Américains sont furieux. L'affaire du Gotthard ajoute une pièce dans le dossier déjà épais des compromissions suisses.
Cordell Hull, le ministre des Affaires étrangères, s'insurge. Les États-Unis ne supportent plus de subir des pertes humaines et des dépenses gigantesques pour le seul profit des hommes d'affaires suisses pleurant misère sur leur stock d'1 an de charbon allemand. Berne fait la sourde oreille. Le transit de marchandises allemandes par le Gotthard durera jusqu'à la fin de la guerre. Malgré tous leurs efforts, les Alliés ne parviendront jamais à déloger les Allemands d'Italie. Après leur débarquement en Normandie en juin 1944, les Anglo-Américains filent en direction du Reich. Les bombardiers américains traversent le ciel de la Confédération helvétique avant d'aller déverser des tonnes de bombes sur l'Allemagne. Mais contrairement à 1940, Guisan garde ses aviateurs au chaud et la DCA suisse reste muette pour ne pas alourdir le contentieux avec Washington. Début 1945, l'Allemagne est à terre. Son outil industriel est presque totalement détruit. Les livraisons de charbon vers la Suisse s'arrêtent. Les avantageuses facilités de crédit accordées à l'Allemagne s'interrompent aussitôt. Sur le milliard généreusement prêté, le Reich n'a remboursé qu'un peu plus de 300 millions. La différence de 700 millions correspond au prix que la Suisse a payé pour sa tranquillité. Mais les Helvètes peuvent encore se nourrir sur la bête. Depuis le début des hostilités, beaucoup d'avoirs allemands ont été discrètement placés sur des comptes numérotés. Seuls les banquiers connaissent l'identité de leurs détenteurs. Il y en a pour une fortune. Et les Américains, bien informés, comptent mettre la main sur le pactole. La mission est confiée au sénateur Lothian Curry, un homme de confiance du président Roosevelt. Le 8 février 1945, il arrive à Berne et déclare d'emblée « Nos ennemis ont choisi la Suisse pour mener leurs opérations financières, non seulement à cause de sa position géographique, mais aussi de certaines lois et pratiques bancaires qui leur permettent de masquer leur identité et d'opérer en secret. » 3 semaines durant, Curry rencontre banquiers et hommes d'affaires, les responsables directs de l'intense et fructueux trafic bancaire avec l'Allemagne hitlérienne. Il leur répète que l'argent des Allemands doit servir à la reconstruction. La veille de son retour à Washington, il livre ses conclusions à la presse. It has enabled us to learn more about your country and has afforded us an opportunity to appreciate better your problems and to understand more clearly your attitudes. We will always remember with the keenest pleasure our visit to Switzerland. En clair, Curry s'en retourne bredouille. Il n'a strictement rien obtenu. Pas la moindre information sur les titulaires et les montants des comptes. Le secret bancaire reste bien préservé. Pire, durant son séjour à Berne, les relations entre la Confédération et le Reich ont continué. Les transactions sur l'or vont d'ailleurs se poursuivre jusqu'au dernier râle du régime nazi. Et quand, fin février 1945, Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères du Reich, offre une dernière réception, Hans Fröhlicher, l'ambassadeur suisse, répond présent. Il sabre le champagne, tandis qu'au dehors, les bombes s'abattent sur Berlin, en ruine. Le 8 mai 1945, la guerre prend fin. Pour l'occasion, les Suisses s'autorisent à sortir des obligations de leur neutralité en affichant leurs préférences. Ils tiennent à montrer au monde qu'ils ont toujours soutenu le camp des vainqueurs. Mais les États-Unis n'ont pas la mémoire courte. Très vite, ils accablent la Suisse pour avoir entretenu d'étroites relations avec le Reich hitlérien jusqu'au bout. Washington la met au banc des nations et refuse qu'elle entre à l'ONU. Le 20 août 1945, le général Henri Guisan remet son commandement, mission accomplie. Pour ses concitoyens, l'homme qui se retire est un héros.
le sauveur qui a empêché les Allemands d'envahir le pays. Après-guerre, au cœur d'une Europe dévastée, la Suisse est intacte. Seule sa réputation a souffert. Pourtant, au fil des ans, elle renoue avec son prestige d'antan et récupère son auréole de vertueuse nation neutre. Les compromissions financières avec le Troisième Reich sont oubliées. Il est plus glorieux de se souvenir d'une armée d'Helvètes héroïque commandée par un général intrépide. Mais 50 ans plus tard, le rideau se déchire. Sous la pression américaine, Berne mandate une commission d'historiens qui accède enfin aux archives, hautement confidentielles, des banques et des grandes entreprises. Après 5 ans d'enquête, leur verdict est sans appel. La Suisse a, intentionnellement ou non, favorisé l'effort de guerre nazi en acceptant de lui acheter les 3/4 de son or. Les Suisses débattent, s'excusent et dédommagent, puis referment leurs archives définitivement. La Suisse avait, pendant la guerre, oublié la vertu. Elle célèbre aujourd'hui les vertus de l'oubli.